Bienvenue dans ce podcast. Alors, je vais aujourd'hui vous lire un extrait du livre La route de la servitude, qui a été écrit par le prix Nobel d'économie Friedrich Hayek en 1944. Donc ce court extrait réhabilite l'individualisme comme étant la meilleure façon d'organiser une vie en société, tout en respectant les valeurs et les besoins de chacun. Donc brièvement, l'auteur part du postulat que nous ne possédons pas d'échelle précise et universelle des valeurs et des besoins, et que la meilleure façon de toutes les combler serait de laisser les individus libres d'opérer leurs propres choix. Donc un État central qui souhaiterait administrer la vie courante serait contraint de hiérarchiser ses besoins et ses valeurs au profit des uns et donc au détriment des autres. Et l'auteur se pose également la question de savoir est-ce qu'il existe des valeurs sociales universelles, et il répond à cette question. Si cette lecture vous paraît un peu compliquée ou hors contexte, dites-vous qu'elle est extraite d'un livre qui approfondit en détail l'intérêt du libéralisme en opposition au socialisme. Donc c'est un livre qui est relativement court, qui se lit rapidement et qui coûte 12,50 €, donc je vous mettrai un lien pour vous le procurer. Commençons dès maintenant notre lecture. Nous ne possédons par conséquent pas d'échelle complète des valeurs. Bien plus, aucun esprit ne pourrait embrasser l'infinie variété des besoins divers, d'individus divers, qui se disputent les ressources disponibles, en attachant une importance déterminée à chacune d'entre elles. Du point de vue de notre problème, il n'est de peu d'importance que les fins auxquelles un individu s'attache embrassent seulement ses propres besoins individuels, ou qu'elles comprennent les besoins de ses semblables les plus proches ou même plus éloignés. Peu importe qu'il soit égoïste ou altruiste, au sens ordinaire de ces termes. Le point important est qu'un homme ne peut embrasser plus qu'un terrain limité, ne peut connaître que l'urgence d'un nombre limité de besoins. Que ses intérêts gravitent autour de ses propres besoins physiques, ou qu'il s'intéresse chaleureusement au bien-être de chacun des êtres humains qu'il connaît, il ne peut se soucier que d'une fraction infinitésimale des besoins de l'humanité. C'est là le fait fondamental sur lequel repose toute la philosophie de l'individualisme. Cette philosophie ne part pas, comme on le prétend souvent, du principe que l'homme est égoïste ou devrait l'être. Elle part simplement du fait incontestable que les limites de notre pouvoir d'imagination ne permettent pas d'inclure dans notre échelle de valeurs plus d'un secteur des besoins de la société tout entière, et puisque, au sens strict, les échelles de valeurs ne peuvent exister que dans l'esprit des individus, il n'y a d'échelle de valeurs que partielles, échelles inévitablement diverses et souvent incompatibles. De ce fait, l'individualisme conclut qu'il faut laisser l'individu à l'intérieur des limites déterminées, libre de se conformer à ses propres valeurs plutôt qu'à celles d'autrui, que dans ce domaine, les fins de l'individu doivent être puissantes et échapper à la dictature d'autrui. Reconnaître l'individu comme juge en dernier ressort de ses propres fins, croire que dans la mesure du possible, ses propres opinions doivent gouverner ses actes, telle est l'essence de l'individualisme. Cette attitude n'exclut naturellement pas qu'on admette l'existence de fins sociales, ou plutôt d'une coïncidence de fins individuelles qui recommandent aux hommes de s'associer pour les atteindre, mais elle limite cette action commune au cas où les idées individuelles coïncident. Ce qu'on appelle des fins sociales sont simplement des fins identiques d'un grand nombre d'individus, ou des fins à l'obtention desquelles des individus sont disposés à contribuer en échange de l'assistance qu'ils reçoivent pour la satisfaction de leurs propres désirs. Donc l'action commune est ainsi limitée au domaine où les gens sont d'accord sur des fins communes. Bien souvent, ces fins communes seront pour les individus non des fins dernières, mais des moyens que des individus différents peuvent utiliser en vue de buts différents. En fait, les gens se mettront le plus souvent d'accord sur une action commune dans les cas où la fin commune représente pour eux non une fin dernière, mais un moyen capable de servir une grande variété de desseins. Lorsque les individus s'associent pour réaliser des fins qui leur sont communes, les organisations qu'ils forment à cet effet, donc l'État par exemple, reçoivent leur propre système de fins et leurs propres moyens. Mais une organisation ainsi formée reste une personne, entre tant d'autres. Quand c'est l'État, elle est beaucoup plus puissante que les autres, il est vrai, mais elle a sa sphère isolée et limitée, où ses fins sont toutes puissantes. Les limites de cette sphère sont déterminées par la mesure dans laquelle les individus sont d'accord sur certaines fins,
Et plus une action donnée a de portée, moins il est probable qu'ils se mettront d'accord à son sujet. Il y a certaines fonctions de l'État au sujet desquelles les citoyens seront pratiquement unanimes. Il y en a d'autres qui grouperont une sérieuse majorité. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions au domaine où il y aura autant d'opinions sur ce que le gouvernement doit faire qu'il y a d'individus. On peut compter sur un accord volontaire pour guider l'action gouvernementale tant qu'elle se limite au domaine où l'accord existe. Mais ce n'est pas seulement lorsque l'État entreprend de gouverner directement au-delà des limites de ces domaines que l'État supprime nécessairement la liberté individuelle. Nous ne pouvons malheureusement pas étendre à l'infini le domaine de l'action commune et laisser l'individu libre de sa propre sphère. Une fois que le secteur commun, où l'État est maître de tous les moyens, dépasse une certaine proportion de l'ensemble, l'effet de son action domine le système tout entier. L'État a beau ne contrôler directement que l'usage d'une partie des ressources disponibles, l'effet de ses décisions sur le reste de l'économie devient si grand qu'il contrôle indirectement presque tout. En Allemagne, les autorités centrales et locales contrôlaient en 1928, d'après une revue officielle allemande, 53% du revenu national. En pareil cas, ces autorités contrôlent presque toute la vie économique de la nation. Alors, il n'y a guère de fins individuelles dont l'achèvement ne dépende de l'action de l'État, et l'échelle sociale de valeurs qui guide l'action de l'État doit embrasser pratiquement toutes les fins individuelles. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de notre lecture. Donc j'espère que c'était pas trop compliqué à suivre pour vous et que ça vous a donné envie de découvrir plus, de découvrir le livre. Donc voilà, je vous partagerai le lien si vous souhaitez l'acquérir. Je vous partagerai également un lien pour télécharger Bitstack, qui est une application qui permet d'acheter du Bitcoin et de le vendre très facilement avec une approche très simple pour permettre à n'importe qui d'acheter ses premiers Bitcoins. Je me permets de partager ce lien parce que pour moi Bitcoin est un outil qui justement réhabilite les libertés individuelles et la souveraineté individuelle. Donc pour moi c'est parfaitement lié à notre lecture du jour. Et voilà, à très bientôt.